jeudi 27, vendredi 28. On prendrait difficilement notre anxiété et nous tourments. La plupart d'entre nous ne vivions plus la moindre circonstance venue de terre. L'opinion la plus vulgaire de qui que ce fût à bord. L'article du journal les moins authentiques était le sujet de nos arguments les plus graves et la cause de nos perpétuelles oscillations d'espérance et de crainte. Nous allions à la recherche du plus petit bruit. Nous provoquions de première venue des versions favorables, des espérances trompeuses dans l'expansion et la mobilité de notre caractère national nous rendons peu propres à cette résignation stoïque et cette concentration impassible que nous dérivons que d'idées arrêtées et des doctrines positives visées de l'enfance. Les papiers publics, les ministériels surtout, étaient déchaînés contre nous. C'était les cris des ministres préparant au coup qu'ils allaient frapper. On se figurait difficilement les heureux, les mensonges, les imprécations qui accumulaient contre nous. Et l'on sait qu'il reste toujours quelque chose sur la multitude, quelque bien disposée qu'elle soit, aussi la manière autour de nous était devenue moins aisée, les politesses embarrassées, les figures incertaines. L'admiral Keith, après s'être annoncé longtemps, ne fit qu'apparaître. Nous était visible qu'on résultait notre situation, qu'on évitait nos paroles, les papiers contenant les mesures qu'on allait prendre, mais comme il n'y avait rien d'officiel encore et qu'il se contredisait dans quelques petits détails, nous aimions à nous flatter et demeurions dans ce vague, cette incertitude pure que tous les résultats. Cependant, de l'autre côté, notre apparition en Angleterre y avait produit un étrange mouvement. L'arrivée de l'empereur y a été créée une curiosité qui tenait de la fureur. C'était les papiers publics eux-mêmes que nous apprenons cette circonstance en la condamnant. Toute l'Angleterre s'est précipitée vers Plymouth. Une personne partie de Londres, aussitôt mon arrivée, pour venir me voir, fut contrainte de s'arrêter bientôt par le manque absolu de chevaux et du logement dans la route. La mer se couvrait d'une multitude de bateaux autour de nous. On nous a dit depuis qu'il on avait, des pays jusqu'à 60 Napoléons. L'empereur à qui je lisais tous les papiers n'en avait pas moins en public la même calme, le même langage, les mêmes habitudes. On savait qu'il paraissait toujours vers les 5 heures sur le pont. Quelque temps avant, tous les bateaux se groupaient à côté les uns des autres. Il y en avait des milliers, leur réunion serait ne laissait plus soupçonner la mer. On nous crut bien plutôt cette foule des spectateurs assemblés sur une place publique. À l'apparition de l'empereur, les bruits, les mouvements, les gestes de tout le monde présentaient un singulier spectacle. En même temps, il était aisé de juger qu'il n'y avait rien d'hostile dans tout cela et que si la curiosité les avait amenés, ils ont rapporté l'intérêt. On pouvait s'apercevoir même que ce sentiment allait visible en croisant. On s'était contenté de regarder d'abord. On avait salué ensuite. Quelques-uns demeuraient découvert et l'on fut parfois jusqu'à pousser des
acclamation. Nos symboles même commençaient à se montrer. Parmi eux, des femmes, des jeunes gens arrivés parés d'œillettes rouges. Mais ces circonstances même tournaient à notre détriment. Aux yeux des ministres et de leurs partisans, et nous faisons que rendre plus poignant notre perpétuelle agonie. Ce fut dans ces circonstances que l'empereur frappait néanmoins de tout ce qu'il entendait, médita une pièce propre à servir de base aux légistes pour discuter et défendre ce véritable situation politique. Nous trouvons le moyen de la faire passer à terre. Je n'en ai point conservé de copie. Dimanche 29, samedi 30. Depuis 24 heures ou 12 jours, les propriétés qu'un sous-secrétaire d'État venait à Londres pour notifier officiellement à l'empereur les résolutions des ministres à son égard. Il peint, en effet, c'était le chevalier Banbury qui vint avec Lord Keith et remit une pièce ministérielle qui contenait la déportation de l'empereur et limitée à 3 un nombre de personnes qui devient le campagne, en excluant toutefois le duc de Rovigo et le général Lallemande, compris dans la liste des proscriptions. Je ne fus point appelé auprès de l'empereur. Les 2 Anglais parlaient et entendaient les Français. L'empereur les admit seuls. Jésus qui les avait combattus et repoussés avec beaucoup d'énergie et de logique. La violence qu'exerçait sur sa personne, il était l'hôte de l'Angleterre. Évite-t-il, il n'était point prisonnier, il était venu librement se placer sous la protection de ses lois. On violait sur lui les droits sacrés de l'hospitalité. Il ne céderait jamais volontairement à l'outrage. Quand lui ménageait la violence seule pourrait l'y contraindre. L'empereur me donnait la pièce ministérielle pour sa traduction. La voici. Comme il peut être convenable au général Bonaparte de prendre sans un plus long délai les intentions du gouvernement britannique à son égard, votre Seigneurie lui communiquera l'information suivante. Il serait peu consistant avec nos devoirs envers notre pays et les alliés de Sa Majesté. Et si le général Bonaparte conservait le moyen ou l'occasion de troubler de nouveau la paix de l'Europe. C'est pourquoi il devient absolument nécessaire qu'il soit restreint dans sa liberté personnelle autant que peut l'exiger ce premier et important objet. L'île de Sainte-Hélène a été choisie pour sa future résidence. Son climat est sain et sa situation locale permettra qu'on l'y traite avec plus d'indulgence qu'on le pourrait faire ailleurs, vu les précautions indispensable qu'on serait obligé d'employer pour s'assurer de sa personne. On mettait au général Bonaparte de choisir parmi les personnes qui l'ont accompagné en Angleterre, à l'exception des généraux Savary et Lallemande, 3 officiers l'escale avec son chirurgien auront la permission de l'accompagner à Sainte-Hélène et ne pourront point quitter l'île sans la sanction du gouvernement britannique. Le contre-amiral Sir George Cockburn, qui est nommé
commandant enclave du Cap des Bonnes-Espérances et des mers adjacentes, conduira le général Bonaparte à sa suite à Sainte-Hélène et recevra des instructions détaillées touchant l'exécution du service. Sir G. Cockburn sera probablement prêt à partir dans peu de jours. C'est pourquoi il est désirable que le général Bonaparte fasse sans délai le choix des personnes qui doivent l'accompagner. Bien que nous nous fussions attendus à notre déportation à Sainte-Hélène, nous en demeurâmes affectés. Elle nous consterna tous. Toutefois, l'empereur n'en vint pas moins sur le pont, comme de coutume, avec le même visage et de la même manière considérer la foule affamée de le voir. Lundi 31. Notre situation était affreuse, nos peines au-delà de toute expression. Nous allions cesser de vivre pour l'Europe, pour nos patries, pour nos familles, pour nos amis. Nos jouissances, nos habitudes ont nous laissé. À la vérité, le choix de ne pas suivre l'empereur, mais ce choix était celui des martyrs. Il s'agissait de renoncer à sa religion, à son culte, de périr. Une circonstance venue complique encore nos tourments. C'était l'exclusion spéciale des généraux Savary et Lallemande, qui ont été frappés de terreur. Ils ne voyaient plus que le chauffe-eau. Ils étaient persuadés que l'Angleterre ne distingue point les actes politiques. Dans une révolution des crimes civils, dans un état tranquille, les livrerait à leurs ennemis pour subir le supplice. C'était un tel outrage à toutes les lois, un tel opprobre pour l'Angleterre elle-même quand eux étaient tentés de l'en défier. Mais on ne pouvait parler ainsi qu'en se trouvant proscrit avec eux. Du reste, nous ne balançons pas à vouloir demeurer. Tout du nombre de ceux que l'empereur pouvait choisir, nous n'avions qu'une crainte, celle de nous trouver exclus